Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, on va parler d'un paradoxe bien français. On n'a jamais autant parlé de transformation digitale et pourtant souvent, en RH, on gère encore souvent nos données comme il y a 10 ans de façon presque artisanale. Donc pour nous aider à sortir de l'ère du tout Excel et donner enfin du poids stratégique à la fonction RH, je reçois celui qui s'est donné pour mission de construire un pont entre l'humain et les chiffres. Il a passé au crible plus de 160 000 offres d'emploi pour dresser un portrait sans concession de la data RH en France. Fondateur de My People Analytics et auteur d'un livre blanc titanesque sur le sujet, on va y revenir, il vient nous expliquer comment passer du simple reporting à une véritable culture de la décision. Bonjour Arnaud Coulon. Bonjour Florent. Merci d'être là, ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci pour l'invitation. J'espère que tu vas bien. Très bien. Alors hier, tu as sorti ce fameux livre blanc, on va en reparler. J'ai mis tous les liens dans le résumé de l'épisode. Vous pouvez tout télécharger si vous êtes curieux et curieuse. Mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Arnaud, qu'on parle data RH, on s'est déjà croisés plusieurs fois, nous, mais on ne se connaît pas bien. Donc j'ai besoin de te connaître un peu plus et je pense que je ne suis pas le seul. Donc j'ai vu que tu avais commencé comme apprenti chez BNP Paribas. Très belle banque. J'ai eu le plaisir de recevoir le directeur recrutement mobilité interne il y a 2 mois à peu près sur ce podcast. Bon bref, tu étais apprenti. Je pars ça commence pas bien. Tu étais apprenti chez BNP Paribas où tu as eu ton premier choc data. Alors quel a été le déclic précis que tu as vécu ? Ouais, mon premier choc data, c'était donc j'étais dans un groupe d'agences qui administrait une 30aine d'agences de la partie sud de la région parisienne. Donc, j'ai constaté que les assistantes RH qui travaillaient dans ce service comptaient le nombre de tickets restaurants pour les collaborateurs, ça représente à peu près 200 collaborateurs, à la main, en imprimant les plannings d'absence. Et pour moi, ça a été vraiment un choc, parce que se rendre compte qu'en gros, on passait une semaine à 2 à compter les absences, etc. Valeur ajoutée proche du néant. Et... pas loin d'être négative. Voilà. Et puis intérêt du job, bof quoi. Exactement. Et j'avais quand même observé que cet outil de gestion des temps, d'où venait le planning, permettait d'extraire des données, tout simplement. Et ce que j'ai proposé donc à l'équipe, c'est de développer un outil qui allait compter automatiquement le nombre d'absences pour en déduire le nombre de tickets restaurants à commander. Et donc on est passé très concrètement de 4 jours à 2 à une demi-heure tout seul. Et donc un ROI qui est assez évident par une simple valorisation de données qu'on pouvait faire en local en utilisant VBA, donc intégré dans du Excel, utilisable par n'importe qui. Ce n'était pas un outil expert. Et donc un résultat très concret. Ok, donc ça c'était ton premier choc. Donc tu continues chez BNP Paribas quand même. Oui.
Il t'embauche à l'issue de l'apprentissage? Non, il m'embauche pas à l'issue de l'apprentissage. Non. C'était une période pour la banque de grande transformation. Ok. Et puis j'avais envie aussi de voir de nouvelles choses parce que BNP Paribas, j'ai travaillé en tant qu'agent d'accueil dans des jobs d'été, etc. D'accord, tu as fait différents jobs. Voilà, j'ai fait différents jobs chez eux et voilà l'envie de découvrir un peu des environnements qui sont nouveaux aussi. Et donc là, tu pars dans des groupes plus structurés, tu fais des groupes structurés, pas plus structurés que BNP Paribas parce qu'ils le sont, mais Ils des sont groupes déjà bien structurés. structurés. Ouais. Après, je vais chez BBDO, qui est une agence de communication. Ok, J'y suis pas resté très longtemps, mais j'ai eu un deuxième choc data. vas-y. C'était donc une fonction assez tournée, gestion administrative et paye. En fait, je produisais beaucoup de documents, d'attestations, etc. Pareil, ça a été et c'est là où j'ai un peu constaté mon réflexe. J'ai développé un outil qui permettait de générer automatiquement ces attestations, des attestations employeurs, des documents de réception de lettres de démission, etc., qui requêtaient dans les bases de données de paye. Et là, en fait, j'ai vraiment fait le constat que moi, ce qui m'éclatait, c'était d'automatiser, c'était de transformer, d'outiller mon quotidien. Mais j'avais pas le temps de le faire. C'était vraiment pas mon métier en tant que RH généraliste. Et c'est là où j'ai commencé ma carrière donc dans le conseil, en entrant chez Sopra Steria Next. Donc là, tu arrives chez Sopra Steria. Ouais. Là, en tant qu'RH? En tant que consultant. D'accord. Donc là, tu es salarié de Sopra Steria et tu es positionné chez des clients de Sopra Steria. Exactement. Et tu agissais sur quel type de mission, par exemple? Mais je considère que chez Sopra Steria, j'ai eu 2 cycles. Le premier, j'ai appris le métier et j'ai fait du SIRH. Donc c'était vraiment des projets d'assez grande envergure pour outiller la fonction RH chez des clients comme Carrefour, comme Veolia, donc plutôt des grands clients. Et puis deuxième cycle, en fait, j'ai été voir la direction de mon entité, People and Change, et j'aurais dit, j'ai envie de faire de la data, j'ai envie de développer ça pour vous. Et donc, j'ai eu la chance d'être formé à la data et d'avoir une certification de Centrale Supélec sur le big data et le machine learning. Et puis, ils m'ont donné les moyens, donc, par cette formation, mais aussi humains, en me permettant de développer une équipe interne qui allait structurer l'offre autour de la data RH. Ok. Donc, tu as un profil RH de formation? Oui. Pas ingénieur? Non. Qu'est-ce qui t'a, si on prend un peu de recul, là, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à tous ces sujets et à pas rentrer dans le schéma classique d'un RH qui a aussi sa place? Je pense que la data, c'est toujours un sujet qui m'a plus ou moins intéressé en fil rouge. J'ai toujours été un petit peu geek. Limite. Hein, limite. Mais finalement, ce profil va vite tirer sur ce type de pratique. Je pense que j'ai aussi toujours vu la data comme un rempart un petit peu dans ce côté geek qui aime bien bidouiller. Parce que très rapidement, quand tu vas outiller, quand tu vas automatiser, tu vas faire face à des gros SIRH dans lesquels soit tu vas être vraiment développeur expert, soit tu vas être utilisateur. Que la data, tu feras toujours un petit peu de code, tu feras toujours un petit peu de manipulation. Et puis le côté aussi décisionnel de la donnée, c'est d'aller chercher de l'information, de creuser, et de dire, tu vois, ce aha moment de il s'est passé quelque chose que peut apporter de l'analytique, que peut apporter parfois du machine learning. À titre d'exemple, mon mémoire de master à l'IAE de Paris, j'avais fait du machine learning. J'avais traduit 2 questionnaires de 2 théories sociologiques. J'avais administré un questionnaire auprès des salariés de BNP Paribas et puis j'avais fait des analyses en machine learning, donc du clustering et de l'analyse par composante principale pour ceux à qui ça évoquera quelque chose. Alors, tu perds beaucoup de gens. Là, et ça m'avait permis, ça m'avait permis de répondre à une question qui était assez intéressante, c'est que la façon dont on évalue les gens a un lien intrinsèque avec la façon dont ils se perçoivent dans l'organisation. Ok, très très clair. Bon. Et alors justement, on dit souvent que les RH sont un peu, je vous les guillemets, allergiques aux chiffres. Est-ce que tu penses que c'est un préjugé qu'il faut briser? C'est quoi ta conviction profonde sur ce sujet? Ma conviction profonde et mon constat, c'est que c'est très hétérogène. Okay. On a effectivement une culture de la fonction RH qui est assez peu quantifiée parce que souvent positionnée comme étant un rempart justement à une approche trop objectivée de la gestion d'entreprise et plus relationnelle. Et ce qui crée à tort, à mon sens, une espèce d'opposition entre ces 2 pratiques. Moi, ma conviction, c'est que ça se complète et que, en fait, si on arrive à avoir une bonne démarche de mesurer la bonne chose pour la positionner au bon endroit, finalement, en fait, on sert l'humain dans l'entreprise. Et assez hétérogène parce que, et ça, c'est un des constats du livre blanc, il y a des pratiques qui sont très, très en retrait, aussi bien en termes de culture, en termes d'outillage, et dans d'autres entreprises, des pratiques qui peuvent être très, très avancées. Et souvent, le différenciant entre les deux, c'est où est-ce qu'on a placé le sponsorship de la data au niveau de l'entreprise. Okay. Où parfois, il y a un sponsorship très tourné métier de l'entreprise et DSI. Et parfois, c'est un sponsorship qui est direction générale, qui dit la data, c'est important pour toute l'entreprise. Et la RH embarque finalement. D'accord. Et j'imagine que toi, tu milites pour le deuxième. Tout à fait. Classiquement. Ok.
Donc tu es chez Soprasteria et à un moment ou à un autre, tu te dis j'arrête de travailler dans les grands groupes et je deviens mon propre entrepreneur. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un choix qui s'est fait en plusieurs étapes. Ça m'a toujours quelque part trotté un petit peu. En fait, cette envie de faire changer les choses et le sentiment qu'en étant dans un cabinet de conseil, j'avais pas forcément toute la liberté, tous les leviers pour pouvoir exprimer tout ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, le sentiment de quelque part me sentir un petit peu à l'étroit. J'aurais bien aimé le faire plus tôt. J'ai eu des petites difficultés personnelles. Notamment, je me suis blessé, ce qui a un peu temporisé ce projet. Donc, j'ai fait un court passage chez Capgemini Invent, parce que quand même l'envie de découvrir, l'envie de changer. Et ça m'a finalement convaincu que effectivement le monde des grands cabinets de conseil était plus fait pour moi, en tout cas pour le moment. Et donc, j'ai décidé de me lancer en septembre dernier, en tant que consultant indépendant. Donc là, ça fait 7-8 mois que tu le fais. C'est ça. Est-ce que déjà, même si ce n'est pas un podcast sur l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as appris sur la fonction RH via l'entrepreneuriat, tu n'aurais jamais pu apprendre en tant que salarié? Parce que tu as donné un autre regard. Mais je dirais pas tellement parce que en fait, j'ai toujours une posture de consultant. Ouais. Et donc, j'adresse finalement les sujets toujours un petit peu de la même façon vis-à-vis de mes clients. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai pas encore cette maturité véritablement RH pour me dire j'ai porté un autre regard. Donc, pas tellement. Ok. Alors, on va venir sur ce qui nous intéresse. Tu as travaillé sur un livre blanc extrêmement complet, extrêmement riche, qui est sorti, je disais, hier. On va revenir sur pas mal de sujets. Déjà, pourquoi tu as voulu sortir un livre blanc extrêmement complet, extrêmement détaillé, et quelle est l'intuition que tu as eue très tôt de se dire, tiens, je vais aller étudier 160 000 offres d'emploi. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Mais le point de départ, c'est cette intuition qu'il y a des pratiques hétérogènes dans les entreprises, d'avoir observé que des entreprises allaient très loin et avaient des pratiques vraiment avancées, et que d'autres ne savaient tout simplement pas où aller. Et en fait, ce travail que tu as dit, hein, qui est très ambitieux, c'est vraiment pour objectif de partager tout l'état de l'art et tout ce qui se fait de mieux dans les entreprises, et participer à apporter ma pierre à l'édifice pour mettre tout le monde à niveau quelque part sur le sujet et que tout le monde puisse se step up. Et pour ta question sur pourquoi 160 000 offres d'emploi, en fait, c'est un réflexe très data finalement de se dire qu'est-ce que j'ai envie de savoir. Et la question que je me suis posée, tout partait de cette question, c'est quoi l'état des lieux de la data RH en France? J'aurais pu interroger plein d'entreprises, etc. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs par rapport à un questionnaire. Mais je trouvais que l'offre d'emploi était particulièrement intéressante parce que ça donne des signaux visibles et exprimés des besoins en entreprise. Et donc, j'ai commencé d'ailleurs pour l'anecdote par scraper sur LinkedIn, donc récolter automatiquement des offres d'emploi. Voilà. C'était un peu laborieux parce qu'ils ont des systèmes de sécurité, genre récolter 100 par 100, bref, c'était un peu long. Et puis, j'ai contacté Hello Work en leur disant, voilà, j'ai ce projet, est-ce que vous accepteriez de me partager vos offres d'emploi? Donc, ils ont commencé par m'en partager 400 000 et en triant, en faisant du cleaning de données, etc., je tombe à 160 000. Vous voyez le travail de cleaning qui est assez important. Et je garde un volume suffisamment intéressant pour tirer des enseignements. Et donc, je les remercie beaucoup pour ça, puisque ça m'apporte des métriques qui sont intéressantes, comme 84% des offres d'emploi RH parlent de data. C'est-à-dire que 84% des offres d'emploi qui touchent le monde des ressources humaines lui-même, il y a le mot data. Il y a un terme data. Au moins un terme data. Et par terme data, j'entends effectivement qualité de la donnée, gestion de la donnée. J'ai même inscrit le SIRH dedans, parce que pour moi, le SIRH, c'est le premier moteur de la donnée. Hein. Oui. On a des sujets aussi de protection des données, on parle de reporting, donc j'ai créé tout un lexique pour tâcher de recouvrir tout ce vocabulaire data. Ouais. Ok. Donc ce chiffre de 84%, je l'avais lu, mais que tu disais que l'Excel restait l'outil roi. À ton avis, pourquoi? Ouais, pourquoi? Excel reste l'outil roi. Il est mentionné dans 49% des offres d'emploi, ce qui est quand même assez significatif. Donc, une offre d'emploi sur deux qui traite d'un métier RH dit il faut maîtriser Excel plus ou moins fortement. Quoi. C'est ça. Il désigne véritablement Excel, le pack Office, Google Sheet, etc. Ouais. Et pourquoi? Déjà, Excel, en fait, c'est un outil qui est quand même assez impressionnant, assez versatile. On en fait vraiment ce qu'on en veut. Je parlais tout à l'heure des tickets restaurants. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec Excel. Il est très bon aussi pour faire de la data visualisation et tous les visuels du livre blanc sont produits avec Excel.
Et puis, ça reste... le revers de la médaille, c'est que ça reste malgré tout une approche un petit peu artisanale de la donnée. C'est-à-dire que lorsqu'on veut produire des tableaux de bord dans Excel, on va souvent devoir retravailler les données, les reformater, refaire la qualité, etc. Et donc, finalement, c'est le constat que Excel, par sa suprématie, peut désigner aussi des usages qui ne sont pas toujours les plus pertinents, là où des outils de BI pour créer des dashboards, etc., le seraient un peu plus. Et tu considères Excel comme aujourd'hui un outil un peu problème pour les RH ou un outil solution ? Je dirais un petit peu entre les deux. C'est un outil qui n'est pas toujours bien positionné. Okay. Et un outil un petit peu trop couteau suisse, un petit peu trop, usine à gaz par moment. J'ai un de mes témoins qui raconte lorsqu'elle prend ses postes qu'elle montait des cathédrales d'Excel. Et en fait, c'est simplement le constat qu'on n'a pas une architecture de données qui permet de construire des modèles qui soient plus résilients et plus robustes. Et donc, à défaut, on utilise Excel. Ok. Donc, sur ces 160 000 offres que tu as donc prises sur Hello Work, moi, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut... Tu as 160 000 offres avec du premier mot au dernier mot de chacune des offres. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas chercher ? Tu vas chercher des mots-clés. Tu as parlé de data, tu as parlé d'Excel, tu as parlé de Google Sheet, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont surpris ? Est-ce qu'il y a des signaux faibles que tu as découverts et qui devraient nous alerter, nous, fonctions RH ? Comment est-ce que tu analyses ces 160 000 offres aujourd'hui ? Alors, sur comment j'ai opéré concrètement, bien entendu, je n'ai pas tout compté à la main en passant les lignes une à une. Ouais. J'ai créé ce qu'on appelle un lexique à 2 niveaux. Donc, j'ai distingué tout ce qui est la gestion de la donnée de ce qui est la valorisation de la donnée. Et dans ces catégories, j'ai créé des sous-catégories. Donc, pour la gestion, on trouve par exemple le SIRH, la gouvernance des données, la protection des données personnelles. Pour la valorisation, on retrouve Excel, le reporting, les people analytics, l'automatisation, etc. Et pour chacun de ces sous-thèmes, j'ai été chercher les mots-clés. Okay. Et donc, concrètement, j'ai écrit un algorithme qui va lire les 160 000 offres d'emploi et compte les occurrences des mots-clés. Ok. Et pour les enseignements que j'en tire, c'est particulièrement intéressant quand on constate la vue dynamique et temporelle. On voit que les sujets d'automatisation, d'intelligence artificielle et de people analytics, en l'espace de 2 ans, prennent 50%. Et donc, ça montre bien qu'il y a une recherche d'aller sur des approches qui sont plus avancées de valorisation de la donnée. Et au contraire, les sujets qui sont liés à la gouvernance des données, à la protection des données personnelles, eux, chutent légèrement, ils perdent à peu près 20 points en l'espace de 2 ans. Et donc, c'est soit le sentiment qu'on a déjà une maturité sur le sujet, soit que finalement, on revoit un peu les priorités parce qu'on a besoin de valeur ajoutée immédiate. Et donc, une approche un petit peu plus court terme, peut-être. Ok. Ton livre blanc propose 7 piliers pour structurer une démarche. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi 7 et comment est-ce que tu as construit effectivement cette structuration de démarche ? Effectivement, 7 piliers. Et en fait, je ne me suis pas forcément arrêté sur ce chiffre 7. Je me suis plus posé la question, quels sont les chantiers qu'on doit mener en tant que RH autour de la data ? En fait... C'est issu de tes recherches ou c'est des choses que toi, tu as vues ailleurs, etc., et qui t'ont fait aller vers ce terrain de jeu ? C'est tout ça. C'est issu des recherches, de lectures que j'ai pu faire. Et moi, je m'inspire beaucoup des travaux de David Green au Royaume-Uni, qui est un gourou des People Analytics. C'est aussi les constats que j'ai pu faire. Par exemple, une singularité de mon approche par rapport à la sienne, c'est que j'ai vraiment distingué la protection des données personnelles comme étant un pilier parce qu'on est particulièrement attaché à ce sujet en France, que parfois c'est raccroché dans la gouvernance. Et en fait, pourquoi avoir construit ce framework ? Quand je l'ai construit, je pensais à une discussion que j'avais eue avec Pierre-André Donzier, que j'ai rencontré chez BBDO et qui était ensuite CDO de Carrefour. Et en fait, quand j'ai quitté BBDO, je discutais un petit peu avec lui et je disais que je veux faire de la data. Il m'a dit, mais tu veux faire quoi dans la data ? Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, la data, c'était énormément de choses finalement. Et finalement, ce framework, cette structure que je propose, c'est quelque part une carte à donner au RH pour savoir où s'orienter suivant les priorités, suivant les besoins, pour dire, OK, on veut faire de la data, mais qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on attend dans notre démarche data ? Est-ce que c'est de l'analyse de données ? Est-ce que c'est de la structuration, d'architecture ? Est-ce que c'est de la gouvernance, de la mise en qualité, de l'ownership de la donnée ? Est-ce que c'est de la culture et qu'on veut mettre tout le monde à niveau sur le sujet, développer les compétences ? Il y a énormément de chantiers finalement autour de la data. Ok. Donc, il y a un sujet de stratégie. Bien sûr. Quand tu vas sur ce terrain de jeu.
Comment aujourd'hui, si on est RH, si on est DRH, on peut construire une vision claire sans être un expert technique. Tu vois, tu as utilisé des mots tout à l'heure et tu as commencé à nous perdre. Toi, tu as de l'expertise technique, c'est évidemment c'est ton quotidien, mais un RH lambda, il n'est pas expert technique comme tu l'es. Donc, comment construire une vision claire sans être un expert? C'est vraiment le bon point. Et une grosse conviction que je développe notamment dans les formations que j'anime auprès des RH, c'est que tout part du besoin. Et le besoin, c'est le métier qu'il a. Finalement, un bon support qui est une DSI ou des experts autour de la data sont des gens qui sont capables de mettre en musique des outils pour répondre à un besoin. Toute la difficulté ici pour un RH, finalement, c'est de savoir exprimer son besoin, savoir qu'est-ce qu'il attend véritablement. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'en tant que RH, on est un petit peu enfermé dans des écosystèmes data qui sont rigides, très encapsulés au sein des SIRH, où c'est difficile d'aller chercher la donnée, difficile de la valoriser, et donc difficile d'imaginer ce qu'on pourrait faire par la suite. Et donc, définir cette stratégie, c'est définir une vision. Ouais. Et pour les entreprises les plus matures, la stratégie de l'entreprise, c'est que la donnée soit un patrimoine de l'entreprise. Ça inclut la donnée RH, ça inclut d'autres données, mais véritablement que cette donnée, elle soit de qualité, elle soit accessible à toutes les personnes qui en ont besoin et puisse être valorisée et puisse être mise au profit de l'entreprise. Si on veut travailler la data RH, il y a un objectif héroïste, si on le fait. C'est quoi l'argument héroïque qui fait mouche à tous les coups pour convaincre son DG, son DAF, son CFO d'investir sur ce sujet? Il y a plusieurs arguments qui font mouche. Ouais. Il y a un premier niveau qui sera le gain pur qui est lié à la gestion de la donnée. Je parlais de BNP Paribas. Quand on calculait les tickets restaurants, le ROI, il est évident sur le sujet. On gagne des jours hommes qui sont évidents. Ensuite, il y a toujours des sujets de réallocation, Bien sûr, voilà, ouais. Mais on gagne des jours hommes qui sont évidents. Ensuite, c'est tout ce que la donnée va nous permettre de faire en plus. Et la donnée, c'est proposer des parcours collaborateurs qui soient plus fluides, parce qu'on est capable de faire le lien entre une embauche, entre un recrutement, une embauche, tout le parcours d'onboarding. Et donc, c'est l'expérience qui est gagnée par rapport à ça. La donnée, c'est aussi la possibilité de prendre des décisions qui soient plus éclairées. Et donc, il y a un super témoignage dans le livre blanc d'une responsable People Analytics qui, en faisant des analyses de données, a vu qu'une décision de poser une business unit à un tel endroit serait une énorme ânerie. Pourquoi ? Parce que en fait, elle a contacté la chambre de commerce locale, elle a étudié les loyers, elle a étudié plein de choses, et en croisant tout ça, elle s'est rendue compte que ça allait être super compliqué de recruter des gens à cet endroit précis. Et en fait, quand on met bout à bout du gain de temps, des coûts cachés et du gain véritable opérationnel et d'expérience, on a un business case qui devient assez robuste. Ok, très clair. Et tu citais l'exemple là, de BNP Paribas, les deux personnes que tu as du coup aidé dans le comptage des tickets resto, elles t'ont peut-être dit, ouais, mais en même temps, tu supprimes un peu mon job là. Donc, comment éviter que la data soit perçue comme une menace par des équipes qui peuvent craindre effectivement une déshumanisation ou même une perte de leur job à terme? C'est un très bon point. Parce que ça, tu dois l'avoir assez régulièrement. C'est des sujets qui peuvent aussi faire peur. Tu vois ? Ouais, c'est un très bon point. Et j'ai une question dans le questionnaire que j'ai diffusé pour le livre blanc. Donc, j'ai eu 151 réponses à ce questionnaire. Ouais. Et il y a une question spécifiquement qui dit est-ce que vous préférez que vos processus soient plus automatisés ou plus humains ? Donc, réponse très très précise et qui répond bien à cette question. Et la majorité des répondants demandent des processus automatisés. Et mon analyse là-dessus, parce que ça m'a véritablement surpris comme insight de dire, vous voulez en gros automatiser au maximum vos processus, c'est que automatiser les processus, ça permet de regagner du temps et de regagner la main finalement, pour être finalement plus humain et conserver cet aspect relationnel que, en tant que RH, on cherche tous finalement. Et donc, en toile de fond, mon combat et mon conseil, c'est de gagner du temps pour se repositionner. Et ça, c'est un combat de toute heure, et à l'ère de l'IA, c'est encore plus vrai. Ouais. Si on n'arrive pas à faire ce pivot dans l'offre qu'on délivre, on creuse notre propre tombe finalement. D'accord. Donc toi, tu es plutôt dans l'état d'esprit de dire, de toute façon, si tu n'y vas pas, le monde va avancer sans toi et tu vas le subir. Oui, tu vas le subir, sera, et ça devient au contraire un différenciant stratégique de l'avoir fait et de savoir créer cette complémentarité. Ok.
Tu parles culture aussi. Tu pourrais nous parler de ce pilier un peu et de sa spécificité. Pourquoi tu parles d'une culture data? Mais c'est pour moi de data literacy. Data literacy, tout à fait. Tu peux expliquer ce terme? Data literacy comme compétence, c'est la capacité à exploiter la donnée avec un regard critique. Okay. Et c'est justement ce mélange des deux qui est important. Pour moi, ce pilier, c'est le plus important finalement, parce que un point de départ culture fait que toute ton organisation va s'élever et va te challenger, va te permettre d'aller chercher derrière tout ce qui est outillage, architecture, etc. C'est les premiers assets que moi j'ai développés en tant que consultant à l'époque. Vraiment des assets d'acculturation, de formation autour de ce sujet que je continue à réutiliser. Je suis responsable d'un certificat Data RH à Sciences Po Exécutive avec Michel Barabel. Et pour moi, c'est vraiment le point le plus important. La culture, ce que je développe dans le livre blanc, elle se fait à deux niveaux finalement. Il y a le niveau individuel, comment je développe les compétences pour bien utiliser la donnée, etc. Et comment je la développe aussi à un niveau collectif. Pour que collectivement, donc en tant qu'organisation, on ait ces réflexes d'utiliser la donnée, on se pose la question qu'est-ce que la donnée dit, on essaye de l'intégrer collectivement dans nos routines, dans nos pratiques, dans nos rituels. Et finalement, quand on fait avancer les deux, c'est là où petit à petit, step by step, on développe une culture de la fonction RH qui est beaucoup plus tournée autour de la donnée. Alors moi, dans mon petit job d'accompagnement marque employeur, ça nous arrive fréquemment, effectivement, de rentrer dans l'ATS du client quand il y en a un. Bon, il y en a de plus en plus, mais quand il y en a un. Et souvent, on leur demande, mais comment est-ce que tu t'assures que tel job board, par exemple, est efficient, que ton time to error, il est bon, etc. Et j'ai souvent une réponse, surtout dans les groupes où c'est un peu structuré, où il y a 10, 20, 30, 50, 100 utilisateurs de l'ATS. Ouais, mais aujourd'hui, il y en a qui remplissent très bien l'ATS, d'autres qui remplissent à moitié, d'autres qui remplissent pas beaucoup, etc. Et donc, je suis pas certain que mes chiffres soient en fait si bons que ça, etc. Parce que mes données sont pas de super qualité. Et j'ai le sentiment que ce sujet-là, les données sont de mauvaise qualité ou sont pas de qualité, c'est souvent un peu le bas qui blesse, parce que si on veut les analyser, il faut quand même avoir des choses correctes. Ouais, bien sûr. Comment faire? Comment être garant que les données soient saisies? Est-ce qu'il faut, c'est le bâton et la carotte? Enfin, quel conseil tu donnerais, quoi? Eh ben, on revient sur ce qu'on disait sur le sujet de culture. Ouais. Quand tu as toute ta fonction RH qui est sensibilisée à l'importance de la donnée, en fait, ça devient une évidence. Parce que chacun se sent concerné au moment où il saisit l'information. Il n'est plus qu'un opérateur, finalement. Il est quelqu'un qui alimente, in fine, avec cette vue systémique, le tableau de bord du DRH, en fait. C'est ma contribution, ça devient celle-ci aussi. Dans le témoignage, il y a des entreprises, je pense à une en particulier qui travaille dans la cosmétique, qui ont objectivé leurs DRH locaux sur la qualité de la donnée. D'accord. Et donc, finalement, tu n'obtiens pas un bout de ton variable si ta donnée est considérée de mauvaise qualité. Ça devient très concret d'un coup. Et donc, tu peux avoir la carotte, tu peux avoir le bâton. Ensuite, et là, ça fait appel plutôt à des démarches de gouvernance. On peut, considérer que c'est la responsabilité individuelle, mais il faudra toujours placer un ownership quelque part, avoir quelqu'un qui soit responsable de mesurer ça, quelqu'un qui soit responsable de dire « Ah, manifestement, ici, c'est pas de bonne qualité. Donc, s'il vous plaît, corrigez, vérifiez, etc. » Pour quand même centraliser la démarche, et c'est ce qu'on voit dans les entreprises un peu matures sur le sujet. Moi, j'étais en mission chez France Travail lorsque j'étais chez Sopra Steria, et mon rôle avec mon client, c'était vraiment de centraliser les démarches de qualité de données. Et donc, on le faisait de façon récurrente. Tous les mois, on sortait des anomalies qu'on rediffusait aux RH locaux en disant manifestement, il y a une erreur, merci de corriger. Et puis, bien entendu, quand il y avait des grandes campagnes comme l'intéressement, la participation, les grandes primes annuelles, etc., c'était des grandes campagnes de qualité de la donnée parce qu'à l'échelle de 50 000 collaborateurs, il faut que ce soit juste et en plus, on touche la paye. Donc, donc ça l'enjeu, il est clé. Et ça, c'est par exemple, c'est les organisations qui sont les plus matures. Elles ont nommé un data HR manager. Comment est-ce qu'on peut évoluer là-dessus dans une organisation où, si on a les moyens de créer ce job ou cette mission, comment tu vois les choses? Ouais, classiquement, une organisation de ce type, ça va être un grand lead qu'on appelle effectivement HR Data Manager ou CDO. C'est le cas par exemple chez Renault, chez L'Oréal, chez France Travail. Ils ont nommé des personnes spécifiquement sur le sujet.
Ensuite, et ça peut être le même, on va avoir des data stewards, donc des gens qui sont véritablement responsables de vérifier la qualité de la donnée dans les systèmes, souvent rattachés aux équipes SIRH. D'ailleurs, ils ont accès aux données sur l'ensemble du périmètre, etc. Et ensuite, avoir des data owners. Et des data owners qui sont responsables soit par périmètre fonctionnel, le recrutement, la formation, la paye, etc., soit par périmètre business unit. Et donc, ça veut dire qu'ils ont la main sur l'entité de leur périmètre pour qualifier une anomalie, être capable de dire si elle est normale, pas normale, éventuellement redescendre à des métiers RH locaux, parce que finalement, ce sont eux les premiers moteurs de la donnée. Alors, j'ai envie de venir, qu'on vienne sur quelques cas concrets. Tu as interviewé quelques personnes. Oui. Tiens, t'as parlé de Renault, je crois. Tu as interviewé Alexis Rouet, c'est ça ? Tout à fait. Qui parle d'une gouvernance, je crois, à 3 niveaux chez eux. Bon, après, tout le monde n'est pas Renault, tout le monde n'a pas les moyens de Renault, tout le monde n'est pas structuré comme Renault. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'il a fait chez Renault et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une entreprise qui est plus petite, qui n'a pas les moyens et la structure comme Renault ? Simplement, le rôle d'Alexis Rouet, il est CDO RH, donc Chief Data Officer RH pour Renault. Et lui, son rôle, c'est de mettre en interaction la technique, le métier et le juridique. Et donc, il se définit un petit peu comme un gardien du temple, de dire on a des règles de gestion de la donnée, on a des pratiques sur lesquelles on est OK ou non, et on décide d'y aller. Et en sous-jacent, son rôle, c'est de construire une organisation de la donnée et une architecture de données qui permettent de créer de la valeur avec ces données, tout en assurant les principes de protection des données qui sont les leurs. En fait, là, on est à l'échelle de Renault, donc il faut imaginer énormément d'interlocuteurs, un environnement qui est complexe, des outils. Ils utilisent des environnements Google en l'occurrence, donc qui sont assez avancés. Mais finalement, dans une entreprise à une plus petite échelle, ça fonctionne aussi. On a une direction juridique, on a une direction technique, on a une direction métier, et puis on a un patrimoine de données avec lequel il faut tirer de la valeur dans un contexte où on n'a pas envie de faire n'importe quoi non plus avec les données. Et donc, concrètement, comment ça peut se passer pour une plus petite entreprise ? Déjà, se réunir une fois par mois, ces 3 profils, pour discuter du patrimoine de données, de ce qu'on a envie d'en faire et de quelles règles on décide de s'imposer. C'est déjà une pratique hyper saine, qui n'est pas trop coûteuse en soi, sur une réunion d'1 heure, et ça permet d'avancer. Et donc, les petits outils qui permettent ensuite de construire ces démarches, avoir une backlog. On a des expressions de besoins métiers qui nous disent « Ah, nous, il nous faudrait tel tableau de bord, il nous faudrait tel jeu de données, etc. » Alimenter cette backlog et arbitrer sur comment on peut avancer là-dessus. Solliciter le juridique pour leur conseil sur est-ce qu'on est OK de le faire avec un regard RGPD notamment. Et la technique sur est-ce que vous avez les outils qui nous permettent de répondre à ce besoin. Et ça permet d'engager un cycle qui sera vertueux et qui permet de commencer à valoriser de la donnée en répondant aux besoins et avec ses contraintes juridiques et techniques. OK. Tu as interviewé aussi, je vois, Jérôme Friteau de l'assurance retraite. Eux, ils mesurent le ressenti en continu. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces pratiques ? Pourquoi aller sur ces sujets qui sont des fois un peu sensibles quand même, tu vois, et qui ne sont pas simples à mesurer en tant que tels ? Tu vois, moi, ça me fait penser aux enquêtes que je vois, des fois des enquêtes de bien-être dans les entreprises, certaines qui sont faites tous les 6 mois, d'autres tous les mois, d'autres toutes les semaines. On voit des pratiques très, très variées. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, d'aller sur ce côté mesure du ressenti ? Moi, je pense que c'est essentiel. Si on s'arrête simplement à la donnée un peu traditionnelle, c'est simplement l'expression de processus. Okay. On a un événement, on a une embauche, on a une date, on a un montant de salaire, un contrat, etc. Et c'est très, très... c'est un angle très, très restreint par rapport à toute l'information dont on peut avoir besoin pour piloter une entreprise et pour piloter une transformation. Et en fait, cette expression du ressenti, on peut la tourner différemment en disant, en fait, qu'est-ce que les gens pensent ? Qu'est-ce que les gens ont envie d'exprimer ? Et donc, la démarche, c'est pas simplement des questionnaires qu'on diffuse avec une plus ou moins grande régularité, mais plus, je dirais, l'intention qu'on partage, la communication qu'on fait autour et ce qu'on tire des résultats aussi. Parce que questionner pour questionner, c'est bien, mais il faut que cette démarche, elle soit ressentie par les personnes qui répondent comme étant véritablement utile. Et que suite aux réponses, il se passe des choses dans l'entreprise. Et c'est vraiment la posture que Jérôme a, et c'est pour ça que j'ai voulu collecter son témoignage, de dire, nous, on collecte des informations,
Et ces informations, on les restitue. On les restitue aux managers, on les restitue aux collaborateurs, et ça permet véritablement de piloter les transformations et puis de prendre des directions par rapport à ça. Et donc, comme on peut avoir une vue un petit peu budgétaire de la santé d'une entreprise, finalement, piloter ce ressenti, c'est une vue humaine de la santé de l'entreprise. Il y a des choses il y a d'autres sujets qu'on peut piloter humainement comme ça? Comment ça? Est-ce qu'il y a d'autres, tu vois, là on vient sur le ressenti. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont possibles pour s'assurer que tout va bien dans la boîte, etc. Oui, après on a d'autres choses que tu vois, toi, dans d'autres pratiques. On va avoir des métriques qui sont plus classiques, qui sont liées au turnover. Ouais. La définition du turnover. Voilà. Exactement, mais en fait... Tout le monde n'a pas la même. Ouais, tout le monde n'a pas la même, exactement. Et là, ça nous ramène sur des sujets de gouvernance de la donnée et comment on crée un langage commun, en fait, au sein de l'entreprise. C'est un sujet que j'ai pas beaucoup vu, mais qui, pour moi, est essentiel. C'est comment on croise avec la donnée business, en fait. OK. Et à quel moment, en fait, on est capable de corréler le chiffre d'affaires d'une BU avec le bien-être de cette BU. Et tu vois, ça nous montre vraiment l'intérêt de faire de la donnée un patrimoine d'entreprise, parce que si on se silote trop, en fait, on ne sert plus l'objectif qui est l'objectif de l'organisation. Donc voilà, sur des études. C'est intéressant, alors on parle du métier de HRBP. Oui. Dans les 4 lettres, tu as les ressources humaines et tu as le business. Le business partner, ouais. Voilà. Tu vois, donc, et tu dis qu'effectivement, tu vois pas tant de liens entre les deux. Non, je retrouve. C'est pas mesuré en tout cas. C'est pas mesuré. En fait, je retrouve rarement le chiffre d'affaires et le turnover dans le même jeu de données. Tu vois. Ouais, donc ça va être 2 tableaux de bord différents et en gros, le DG, il va dire OK, il y a ça, il y a ça. Mais à quel moment on les réconcilie simplement parce que ce qu'on a envie de piloter, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise et on a considéré que le bien-être était une composante de chiffre d'affaires. Ok. Alors moi, je suis RH, je suis tout seul. J'ai 150 personnes dans mon entreprise. Par quoi je commence? Je vais voir mon chef, mon DG. Il m'accorde un peu de budget pour aller sur la data RH, donc ça, c'est plutôt chouette. On va dire que j'ai un sponsor. Maintenant, je pars de zéro. C'est quoi le premier outil que je dois mettre en place? C'est quoi les premiers réflexes que je dois avoir? Est-ce que c'est Excel? Est-ce que c'est pas Excel, etc. Voilà, j'ai besoin de praticité et de choses très concrètes. Moi, je commencerai par me demander si les fondamentaux sont là. Par fondamentaux, je pense le SI et les processus qui vont avec. Ok. Parce que une donnée, elle est exploitable que si elle est inscrite dans un cadre vraiment bien logistique quelque part. Et donc, avoir vraiment des processus qui soient carrés, c'est déjà un premier levier de qualité de données, donc d'exploitation de cette donnée. Ensuite, assez rapidement, je travaillerai sur la culture des équipes RH en leur disposant... Je suis tout seul. Ouais. T'es tout seul? Et sur ta RH, propre culture, je me formerai. Alors, je me formerai pour avoir un premier niveau de compétence sur l'exploitation des données. Okay. Et notamment, dans ce contexte-là, en gros, ton meilleur ami, ça va être Excel. On va pas se mentir. Tu feras peut-être un petit peu de Power BI, mais ton premier ami sera Excel. Et donc, il va y avoir ce besoin de bien comprendre ce qu'est la donnée, comment la modéliser, comment l'intégrer et la faire parler finalement. Et ensuite, très rapidement, j'irai chercher une posture d'analyste de données parce que on confond souvent dashboard et analyse de données finalement. Vas-y, explique la différence, toi. Ouais. Le dashboard, c'est le cockpit. Vous êtes dans un avion, vous avez plein de trucs qui bougent, mais vous avez plein de trucs qui bougent. L'analyse de données, ou on peut aller plus loin, le data storytelling, c'est répondre à une question. Et donc, le dashboard permet d'aller investiguer, d'aller creuser éventuellement pour répondre à une question, mais il ne vous permet pas de répondre à la question véritablement et encore moins d'aller voir votre DG pour répondre à la question. Et donc, si je suis tout seul, RH, j'ai 150 personnes, et on se pose la question pourquoi le turnover augmente depuis 6 mois, je ne vais pas lui présenter mon dashboard turnover. Je vais dire, OK, le turnover augmente, donc j'ai investigué. Donc, on a un sujet ici potentiellement, on a un manager qui a disparu dans un service, ça fait 6 mois. Donc, potentiellement, le turnover a augmenté. On a un sujet de bien-être ici parce qu'on a arrêté le télétravail, par exemple. Et donc là, j'investigue. Et la posture n'est plus du tout la même. Et donc, en récap, je dirais outiller, m'assurer que j'ai une source de données, me former, et puis aller sur la partie data storytelling pour développer la crédibilité aussi vis-à-vis de mon DG et qu'il ait des résultats tout de suite assez mesurables parce que c'est à son niveau que va s'adresser ces résultats et ça permettra ensuite de débloquer plus de budget pour faire encore plus. C'est un peu une méthode des petits pas. C'est pas le grand soir, en fait. Faut y aller étape par étape. Ouais, c'est ma conviction véritablement, c'est que en fait, en tant que RH, le sujet data, et même dans les grands groupes, il est pris comme étant une petite annexe du SIRH. Et donc finalement, assez peu de moyens dédiés. Et c'est aussi une des explications
finalement d'une maturité assez hétérogène. Et donc, aller chercher effectivement les petites victoires dans un mode un peu start-up, hein. Délivrer, être très visible dans le delivery, en profiter à chaque fois qu'il y a une opportunité pour stabiliser ce qui est un peu l'arrière-cuisine, l'organisation, l'architecture, etc. Et puis cranter. Cranter petit à petit. C'est vraiment, je pense, la bonne façon de faire pour la plupart des organisations. Et ensuite, il y aura un cliquet où on sera capable de dire on peut développer, on peut produire un business case parce que là, ça mérite un investissement. On a besoin d'éléments qui sont dédiés, etc. Et à ce moment-là, aller chercher la DSI parce que c'est les fournisseurs aussi d'outils pour ce type de démarche. On va parler de la relation avec la DSI sur un point que tu as abordé, qui était la formation. On peut se former en appelant Arnaud, évidemment. Mais si je veux m'auto-former, est-ce qu'il y a des contenus que tu recommandes, des livres que tu recommandes, des choses qui sont abordables par quelqu'un qui n'a pas ton expertise? Ouais. Moi, vraiment une grosse source d'inspiration sur la partie data storytelling, c'est Storytelling with Data de Cole Nembother-Knaflic. C'est une personne qui a participé à développer les People Analytics chez Google à l'époque. Et elle a vraiment fait son travail c'est un livre très didactique, très très complet sur c'est quoi une bonne visualisation et c'est quoi raconter une histoire par la donnée. Et donc c'est très très visuel, c'est très très concret. Et j'ai vraiment eu un avant et après ce livre dans mon exploitation. Et vous verrez sur l'analyse de données, il y a en fait beaucoup de codes qu'on ne soupçonne pas, qui sont vraiment des codes cognitifs, des codes visuels, des codes marketing, et qui permettent d'avoir cet objectif que l'information aille à son destinataire, tout simplement. Sauf que parfois, quand on fait des visuels, on parasite, on met énormément d'informations, on ne choisit pas les bons visuels, etc. Ce qui parasite le lien entre l'émetteur et le destinataire. Un peu trop de données, tu l'as donné. En fait, il faut mieux être synthétique, simple. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le bruit. Il vaut mieux retirer au maximum le bruit pour être à l'essence de l'information. Et tout le jeu du data storytelling, c'est effectivement de raconter cette histoire et d'amener uniquement que ce qui est essentiel à la réponse qu'on a envie de proposer. Ok, très clair. Je vais revenir sur... tu as cité la DSI. Je reviens à mon RH qui est tout seul. Il a peut-être la chance d'avoir un DSI ou une DSI. On espère. Ouais, c'est mieux, à 150 quand même, ça commence à parler. Comment est-ce qu'on peut bosser ensemble sur ces sujets-là, DSI, RH? Et c'est amusant, c'est le sujet d'une discussion que j'ai eue la semaine dernière avec Florence Axel, qui elle a un positionnement plutôt CDO généraliste dans les entreprises. Et comment bosser avec la DSI. Déjà, c'est faire le constat qu'en tant que RH, on est des clients dans leur approche. Donc, on a le droit d'exprimer des besoins. Oui. On a le droit de ne pas être expert aussi du sujet. Et on a surtout, pour le coup, la responsabilité de les mettre dans la boucle. Là, j'ai vu trop de cas d'entreprises où les RH me disaient on est en train de réfléchir à une démarche de données, on voudrait créer un data lake RH, etc. Et ma première question, c'était vous avez appelé la DSI? Et la réponse était non. Et en fait, vous embêtez. Et pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils n'ont pas pensé, tout simplement, à ton avis? Mon avis, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. La data, c'est pas toujours vu comme étant un sujet système d'information, mais plus comme un sujet métier à juste titre. Sauf, et c'est vrai, sauf quand il s'agit de l'organiser. Et quand on veut créer ses data hubs, etc. Pas forcément le réflexe, parce que peut-être la peur aussi que ça devienne une usine à gaz, parce qu'on commence à rentrer dans des achats groupes, etc. Donc c'est peut-être un sujet qui est un peu plus compliqué. Mais malgré tout, il faut avoir en tête que la DSI, c'est l'interlocuteur en fait sur ces sujets. Et c'est pas parce qu'on leur demande d'intégrer au projet qu'on va leur donner toutes les données de l'entreprise et que toute la DSI aura accès à toutes les données RH de l'entreprise. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un peu de ça aussi. La DSI, en fait, ce sont les gens qui sont experts de ces sujets. Potentiellement, ils ont déjà des contrats avec des providers qui permettent de répondre aux besoins qu'on a. Et donc, eux, ça les arrange aussi de faire des économies d'échelle sur le sujet. Et donc, moi, ma préconisation, c'est d'aller chercher de plus en plus ces outils experts de la data pour organiser les bases de données, pour les exploiter, etc. Tu penses à quoi, par exemple? Je pense des providers cloud, par exemple, comme Microsoft, Amazon ou Azure, Microsoft, Amazon ou Google, qui, eux, proposent des bases de données en cloud, etc. Sachant qu'il y a des contrats de confidentialité qui font que en fait, les données ne sortent pas, etc. Et puis, on dit souvent que la donnée RH, c'est une donnée sensible. Si on prend la définition de la donnée sensible, c'est l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale, etc. Donc, ce n'est pas toujours des données sensibles.
Ensuite, aller chercher des outils comme Databricks qui permettent de faire de la valorisation de données. On commence déjà à avoir ce switch sur du Power BI aussi. C'est un outil qui est de plus en plus répandu dans les entreprises, mais c'est un peu le nouveau Excel quelque part, parce qu'on est sur du Power BI, mais dans des fichiers Excel sur le disque dur, donc pas forcément très bien partagés, etc. Mais voilà, en fait, aller chercher vraiment les outils experts de la data. Ok, alors tu as cité Microsoft, Google, Amazon, c'est des Américains. Il n'y a pas de Français là-dedans? Pas trop, hein, c'est un peu vrai, embêtant. Ouais. C'est vrai. On n'est pas bon, quoi. On a des gros leaders sur le sujet. Après, on peut avoir des providers de serveurs et sur lesquels on va être plus autonome pour construire toute l'architecture. Donc, je pense à OVH, par exemple, mais qui n'ont pas cette surcouche qui simplifie, comme peut le faire Amazon ou Google, dans le dépôt de données et dans leur exploitation. Ouais. Il manque une couche de simplification. Ok. L'IA générative est arrivée, j'ai un scoop. Waouh, dingue. Bien fait de m'écouter pour ça. Bref, est-ce que l'IA va tuer Excel? Est-ce qu'on a encore besoin d'Excel? Est-ce que du coup on est malin dans ses prompts et dans les données que l'on donne à des outils d'IA, on n'est pas obligé de devenir aussi expert que ça d'Excel comme on devait l'être avant? Je pense que en fait quelque part ça demande d'être encore plus expert du sujet. En fait c'est le faux ami où tu te dis tiens ça va me simplifier la vie mais pas tant que ça. Exactement. Et c'est vrai pour beaucoup de choses parce que l'IA générative crée une espèce d'interface entre ce qu'on souhaite faire et le delivery concret. Et en fait le risque c'est que cette interface ça devienne une boîte noire et qu'on soit plus en maîtrise. Et donc c'est un peu le procès qu'on fait notamment au vibe coding, où il y a beaucoup de gens qui développent des applicatifs, etc. Et en fait, ça devient vite intenable parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de toute l'architecture que l'IA a construit pour eux. Dans le cas d'Excel, moi, par exemple, j'ai tous les visuels, donc pour le questionnaire, j'avais 47 questions. Donc 47 questions à mettre en visuel, c'est un petit peu lourd et c'est pas très, très grande valeur ajoutée. Et donc, j'ai utilisé une IA générative, donc Claude en l'occurrence, via l'interface Claude Code, en lui disant « Voici ma base de données, je veux que tu me structures les réponses, je veux des visuels qui aient telle couleur, telle forme, etc. » Et après, à chaque fois, il repassait sur l'ensemble des données. Mais ce que j'ai mis comme intelligence, métier et mon expertise, c'était de dire « Non, je veux que tu me mettes les formules, je veux pas que tu me mettes les données en dur. » Pourquoi ? Parce que je voulais faire un contrôle. Je lui ai donné des règles de data storytelling, de visualisation, parce qu'il ne les connaissait pas. Et donc, tout le point, c'était d'être suffisamment expert pour savoir exactement ce que je voulais, pour le dire à l'IA générative, qui en fait, c'est un peu comme un stagiaire de 3e qui a beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas beaucoup de jugeote, quoi. Ok, très, très, très clair. Parce que le sujet de l'IA, effectivement, on pourrait se dire que c'est la panacée, mais warning, quoi. Warning, et en fait, l'IA, mon avis, c'est que ça vient compléter une expertise qui est déjà présente. Ouais, ok. Et tout le ça sujet, va pas la remplacer, en fait. Ouais. Je ne pense pas. Ou alors, ça va permettre un premier niveau sur le sujet, mais toute la question, ça va être d'être capable de maîtriser ce que l'IA générative va faire pour pouvoir s'approprier les résultats. Et dans le cadre de l'analyse de données, c'est particulièrement vrai parce que on s'est tous retrouvés dans cette situation où on présentait une analyse, on présentait un dashboard et on était challengé sur d'où viennent les chiffres. Et si on dit c'est l'IA qui a tapé dans la base de données et qui a fait des visuels, ça va pas être hyper convaincant, quoi. Ok. Et pourtant, tu trouves de l'IA dans des SIRH. Enfin, je sais pas si t'es passé à HR Tech. Ouais. Si. T'as dû voir des tartines de SIRH tous différents. Ils ont tous le mot IA Il y en avait partout, ouais. Ouais. Franchement, quand t'es RH, c'est difficile, tu vois, quand t'es pas expert, de trier le bon grain de livret. de livret, ouais, tout ça, c'est pas simple. Non. Donc, quel conseil tu donnerais, tu vois, sur le sujet de data, parce que c'est ça qui t'intéresse. Demain, je dois changer mon SIRH. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde absolument ? Est-ce qu'il y a des questions indispensables que je dois poser à mon éditeur de SIRH pour s'assurer que les données vont être nickel, que je ne vais pas être prisonnier aussi du SIRH, etc. Ouais. Déjà, un premier sujet, c'est comment vont être structurés les processus. Parce que la donnée, elle part véritablement d'ici. Est-ce que j'ai la capacité à vraiment structurer mes processus et à faire le lien entre une vue process et une vue donnée ? Ensuite, c'est d'intégrer le volet décisionnel dans les expressions de besoin. On voit beaucoup trop déjà des approches SIRH qui sont purement justement ce que je dis, les processus, et qui occultent ce volet de qu'est-ce que je vais vouloir mesurer avec les processus. Et donc, on se retrouve derrière avec des données qui ne sont pas exploitables sur cette partie décisionnelle.
Troisième point, c'est est-ce que je vais avoir accès à mes données? Et en fait, de plus en plus, on voit, on en a un petit peu parlé, mais des data hubs qui sortent un petit peu du SIRH et qui sont vraiment dédiés à l'exploitation de données plus à des fins décisionnelles ou d'intelligence artificielle. Et on a encore trop de SIRH qui compliquent cet interfaçage et cette possibilité d'aller récolter des données. Et en lien avec cet interfaçage, c'est est-ce que j'arrive à créer un système SIRH qui est connecté avec les autres outils pour vraiment justement avoir cet écosystème où tous les applicatifs se parlent, où le core HR est vraiment maître sur la donnée du collaborateur, le recrutement sur les processus de recrutement, la formation sur les processus de recrutement, et que j'arrive véritablement à intégrer tout ça. Et puis dernier point, c'est la protection des données personnelles. En tant qu'utilisateur sur le RGPD, on est responsable de traitement. Donc ça veut dire que s'il y a une fuite de données, s'il y a une violation de données, on est responsable. Et au-delà de l'aspect réglementaire, le risque d'amende qui est énorme, en fait, c'est une rupture de confiance vis-à-vis du collaborateur. Quand on fait le mail et qu'on annonce qu'on a perdu les adresses mail, les adresses perso, parfois le nom des enfants, ce genre de données, ça la fout mal un peu. Ouais. T'es pas très bien, ouais. Non. Ok. Comment tu vois, toi, la fonction RH sur ce sujet dans quelques années? Alors, c'est difficile de se projeter, mais un peu, quel profil idéal ensuite? Tu vois, est-ce que c'est plutôt, comme toi, un RH qui s'intéresse beaucoup à ce sujet, qui va prendre la data, et ça, c'est l'avenir de la fonction RH? Ou est-ce que l'inverse aussi est vrai? C'est, je sais pas, un data scientist qui, lui, s'intéresse beaucoup plus à l'humain et qui a envie de manier les deux? Comment tu vois les profils évoluer? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment les deux profils qui émergent de plus en plus. Donc, pour mon cas, issu du métier, qui ai développé mes compétences dans la data et envie de faire avancer les choses et de faire bouger les choses, on a Alexis Rouet qu'on a cité, qui lui a un profil d'ingénieur et a travaillé dans la data pour la finance avant d'aller côté RH, et notamment travailler à la réconciliation de la masse salariale entre les RH et la finance. On a d'autres profils, par exemple chez Total Energy. Je pense à Eva Gelos, qui lui a fait un peu tous les métiers de l'entreprise. Il a fait de la logistique, il a fait du marketing, etc. Donc vraiment un expert data. Et maintenant il est en RH. Et je pense que c'est justement cette hybridation et ce côté un peu bipolaire qui fait qu'on va avancer sur le sujet. Quand je regarde aussi dans des rôles plus people analytics, donc pas tellement tournés autour de la gouvernance, l'architecture des données, mais vraiment dans l'analyse de l'exploitation, il y a pas mal de profils qui sont issus de la psychologie organisationnelle, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec cette posture de, en fait, on va se poser des questions, on va poser les questions aux gens et puis on va analyser les données. Et donc, c'est encore assez marginal en France, ce type de posture, mais je pense que de plus en plus, on va avoir des experts de l'organisation, de la psychologie dans les entreprises pour aider à répondre aux questions que se posent les RH et les dirigeants à ce sujet. C'est intéressant. Tu as cité pas mal de personnes là. Tu les as réunis dans une communauté quelconque, etc. Parce que c'est un sujet, parce que tu vois, c'est comme alors c'est peut-être plus effectivement des groupes d'une certaine taille qui ont ces métiers-là aujourd'hui. Mais comment ils se parlent, ces gens, tu vois? Et ben justement, ils se parlent assez peu. Et en fait, en discutant avec eux, il y en a beaucoup qui m'ont remonté le fait que ça manquait véritablement une communauté autour de la data RH en France. Et donc, petite annonce en exclu, c'est une communauté que je suis en train de créer, qui part comme première base les témoins que j'ai choisis pour le livre blanc. Et puis, l'idée, c'est de l'alimenter, vraiment de créer de l'échange entre pairs. Et de se faire progresser collectivement sur ce sujet. Donc, si on travaille dans le monde de la data RH dans des organisations, on peut te contacter. On peut me contacter et je répondrai. Et en parler. Et t'en parleras évidemment. Mais en tout cas, non, mais c'est pas mal parce que tu vois, je pense que des communautés SIRH, ça doit exister, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais tu vois, sur la data RH, là, ça va être un peu plus nouveau quand même. Un peu plus nouveau. Il y en a quelques-unes qui sont dédiées au pilotage des données sociales, dans une approche un petit peu plus reporting, voilà. Mais sur cette vue plus data dans un sens professionnalisant vers les sujets métiers data, pas tant finalement. Ça n'existe pas. Ok, hyper riche. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet que tu aurais aimé aborder, un point à rajouter? Il y a un sujet que je travaille beaucoup, et presque un peu comme un hobby quelque part, c'est le sujet de l'impact de l'IA sur les métiers et les compétences, qu'on a un petit peu effleuré. Et c'est un message que je veux partager parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette question. On a des boîtes qui annoncent licencier des gens, etc. Je pense à Jack Dorsey qui a diminué de 40% ses effectifs en disant l'IA va tout faire. Et en fait,
Donc c'est un travail que j'ai opéré, j'ai fait des recherches, des publications et des missions sur le sujet. Sur une vue plus pour les RH, une conviction et un combat que je nous propose en tant que RH, c'est de conserver notre positionnement qui est essentiellement humain dans l'organisation, d'être capable de déléguer en conscience ce qu'on a envie de déléguer, mais savoir bien définir collectivement et individuellement ce qui est notre singularité en tant que fonction et en tant qu'individu, la conserver, la travailler et la mettre en visibilité de toute l'organisation, que ce soit le management ou les collaborateurs, pour se renforcer. Ok, très très clair. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter, quelque chose que tu as vu dans le monde de la data RH qui t'a surpris, marqué, amusé, inquiété? Je ne sais pas. Je réfléchis un petit peu parce que j'en ai quelques-unes. Tu peux anonymiser. Encore faut-il trouver la bonne. Ouais, j'en ai une j'aurais aimé en trouver une plus drôle, mais celle-là, elle n'est pas tellement. Donc, c'était un projet SIRH sur lequel je participais sur le volet protection des données personnelles. Donc, un élément classique qu'on rencontre très fréquemment, il y avait un environnement de prod et un environnement de recette. L'environnement de recette était une copie de l'environnement de production, ce qui veut dire en termes de données qu'il y avait toutes les informations des collaborateurs dans cet environnement. Ça arrive, et c'est pas une très bonne pratique, mais ça arrive, et c'est beaucoup plus pratique comme ça pour faire des contrôles. Mais cet environnement de recette était très mal sécurisé. D'accord. Accessible avec une adresse mail et un mot de passe. Et moi, ce que je retiens de là, c'est que en fait, vous travaillez avec des éditeurs qui sont experts, mais il ne faut pas les lâcher, et il faut tout vérifier, parce que dans ce cas-là, vous êtes responsable en cas de fuite. Et donc, voilà, on a été bien relou pour qu'ils sécurisent cet environnement, mais ça nous montre qu'en fait, on a besoin d'être vigilant sur ce sujet. Il y a encore eu une fuite là dernièrement de données médicales. Je ne sais pas si tu l'as vu, à partir d'un outil que plusieurs médecins utilisent, oui, 15 millions de personnes qui ont perdu des données, etc. Ça va devenir de plus en plus un sujet pour nous. Parce que des hackers qui utilisent ces données, c'est du spamming, c'est de l'usurpation d'identité, c'est des choses hyper concrètes. Ouais. Et donc, et demain, un hacker qui chope les données des collaborateurs d'une entreprise, ça peut être chaud, quoi. Ça peut être super chaud. Hein. Et en plus, en sachant qu'il est dans une entreprise, il peut derrière contacter tous les collaborateurs en se faisant passer pour le DG, en faisant faire des virements, ce genre de choses. Ouais. Donc c'est hyper concret. Et en fait, on a beaucoup parlé de comment on valorise la donnée, comment on l'organise, etc. Mais en fait, la sécurité, c'est un point qui n'empêche pas de faire et de bien faire, mais sur lequel il faut toujours qu'on ait une vigilance. Ouais. Et là c'est une conviction perso, hein. Tu as le droit de me dire si tu n'es pas d'accord, mais je pense que quand on est RH, on n'est pas, sauf exception, on n'est vraiment pas le meilleur là-dessus. Là, il faut s'entourer d'une société, d'un expert de la DSI si on l'a en interne, etc. Parce que la sécurité informatique, c'est un job, quoi. Ouais, la sécurité informatique, c'est un job sur un pan technique. Il y a un sujet aussi beaucoup de compétences, parce que la première faille, c'est la faille humaine dans ces systèmes informatiques. Et donc, en tant que RH, nous, on a proposé du contenu pour toute l'entreprise. Et ensuite, en fait, paradoxalement, on est très sensibilisé au sujet, mais peu expert. C'est-à-dire que moi, j'ai eu un cas, et du coup, une anecdote un peu plus rigolote. Lorsque je faisais ma formation à Centrale Supélec, j'avais proposé donc à Sopra Steria de faire un modèle de prédiction du turnover. Et ils n'ont jamais voulu me donner les données. Alors que je suis spécialiste de la data RH, chez mes clients, j'avais accès à toutes les données de toute l'entreprise, mais ils ont considéré qu'il y avait potentiellement un risque, ça a été jusqu'à la direction juridique de l'entreprise, etc. Ah oui. Et ils n'ont jamais voulu me confier les données. Donc, tu vois, il y a une espèce de paradoxe entre on a l'impression qu'il y a un risque, donc on se bloque et on met un veto. Et à côté de ça, ce n'est pas une véritable gestion du risque, parce que moi, j'avais tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait aucun risque, finalement, quelque part. Donc, C'était plus une posture, là, quelque part. Ouais, c'est une posture. Et quelque part, en fait, il faut dédramatiser le sujet pour le professionnaliser, quoi, quelque part. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ça et assez peu de rationnel, alors qu'il faut surtout du rationnel. Donc, ok, très clair. Est-ce qu'il y a des RH que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Alors, tu en as cité peut-être quelques-uns d'ailleurs, mais est-ce qu'il y en a d'autres des personnes, toi, qui t'ont marqué ou tu aimerais entendre? Peut-être que tu ne les as pas entendues. Ouais, sur la data RH, moi, j'aime beaucoup Laurent Reich. Qui est chez L'Oréal, qui est très inspirant, dans ses pratiques et qui fait partie de ceux que je considère les plus matures quand je vois ce qu'ils ont mis en place. Donc j'aime beaucoup. Alex Sirouet aussi, chez Renault, que j'ai cité, qui a une autre posture, mais qui est super intéressant aussi.
Donc, voilà, c'est deux personnes. Merci. Du coup, comment tu fais ta veille, toi? Tu fais plutôt une veille RH ou tu fais plutôt une veille technique? Ou tu arrives à faire les deux? Et j'essaye. J'essaye de faire les deux. Parce que ça doit aller vite, là, en ce moment, avec de surcroît l'IA, où ça va dans tous les sens. Ouais, ça va super vite. Alors, l'IA, je le mets à part parce qu'en fait, il y a énormément de bruit. D'accord. Et donc, j'essaye de filtrer et je prends des sources qui sont les plus officielles. Et en fait, moi, je fais beaucoup ma veille sur LinkedIn. Ouais. Plus que d'aller chercher des sources, je vais chercher des gens qui parlent de ces thématiques. Ouais, qui sont pour toi des gens intéressants, quoi. Voilà, qui sont pour moi des gens intéressants. Plus américains qu'européens, souvent ça dépend. Sur l'IA, il y a quelqu'un qui est super inspirant, qui s'appelle Anis Amari, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment hyper innovant. C'est un builder IA, donc vraiment un développeur, etc. Il fait des choses super, super riches. Je t'ai parlé de David Green et de Insight 222 qui pour moi sont vraiment c'est vraiment un modèle en fait en termes de posture, d'offre de service. Je m'inspire beaucoup de leurs travaux. Et puis donc ça c'est sur la partie RH data. Et puis après c'est voilà de la veille constante sur LinkedIn sur tous les gens que je peux avoir suivis depuis le début. Voilà. Ok, bah top. Donc, si on veut, on peut télécharger le livre blanc. Donc, je remettrai, ça fait 3 fois que je le dis, mais le lien dans le résumé du podcast. Si on veut te contacter, LinkedIn, tu réponds. Le plus simple, c'est LinkedIn. Donc, si on veut parler data RH avec toi, tu es l'homme de la situation. N'est-ce pas? Ouais, clairement. Un grand merci, Arnaud. Merci, Florent. Pour ta dispo, pour ton temps. Encore un bravo pour ce travail qui est colossal. Franchement, je peux que vous encourager à télécharger le livre blanc. C'est pas un livre blanc avec 3 pages et demie, et dont 2 pages de commercial. Il y a vraiment du contenu, ça fait réfléchir. Et puis après, à chacun de se poser les bonnes questions et de décider ou pas d'avancer sur ce sujet de la data RH. Merci Arnaud. Merci beaucoup Florent. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.